Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous êtes vous trouvez le vice-versa, vous souhaitez une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc, aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et c'est pour vous démontrer justement l'organigramme de la famille perverse narcissique, la fameuse meute d'hyène. Et je suis vraiment très ému. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'experts qui reprennent maintenant le concept de la meute d'hyène pour parler des familles dysfonctionnelles et aussi le concept de la vipère ancienne. Alors, tout ceci est selon le vice-versa. Merci d'être là. Nous allons voir maintenant en schéma comment cette famille est structurée. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais c'est souvent bien de pouvoir se visualiser justement tout cet orchestre, toute cette horde de personnes très très toxiques. Et nous allons donc voir que la famille perverse narcissique a toujours à sa tête un donneur d'ordre. Et vous connaissez également le principe de triangulation de la perversion narcissique. Donc nous avons toujours un donneur d'ordre et nous avons également dans cette famille un PN dominant. Le PN dominant qui peut être la maman, qui peut être le papa. Mais si nous restons un peu dans cet exemple que je vais prendre tout à l'heure, nous allons donc prendre la maman comme PN dominant. Donc celle qui maîtrise tout, celle qui castre l'homme, celle qui castre les enfants, celle qui domine les moutons noirs et aussi qui diabolise le bouc émissaire. Nous allons voir tout cela très doucement. Alors, nous avons en haut de cette construction, de cet organigramme, hein, de ce fonctionnement de cette famille, nous avons un donneur d'ordre. Le donneur d'ordre est là très haut. Et comme je vous ai toujours dit, le donneur d'ordre est toujours quelqu'un qui est très invisible, quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui donne des injonctions justement au PN dominant. Parce que le PN dominant a vécu également dans une famille de pervers narcissiques et a appris la perversion narcissique. Donc, le PN dominant, c'est une femme. Comme j'ai dit, on reste dans notre exemple. C'est une femme qui a grandi également dans une famille souvent de zombies, pas de meute d'hyène. Retenez bien. Le PN dominant a grandi dans une famille de zombies, pas une famille de meute d'hyène. Et j'ai déjà parlé de ça, la différence entre le zombie et l'hyène. Donc, juste pour faire une petite escale, ou bien entre parenthèses, pour que tout le monde puisse comprendre, le zombie, en fait, c'est cet enfant qui va grandir dans une famille monoparentale, ou bien une famille où il est le seul enfant. Donc, il n'y a pas d'autres enfants. Il faudrait vraiment que vous compreniez cela. Ou au maximum 2 enfants. Parce que les meutes d'hyènes ont plus de 3 ou 4 ou 5 enfants. Ça, c'est la particularité des meutes d'hyènes. Mais les zombies peuvent avoir un enfant ou 2 enfants. Et aussi, souvent, ce sont des familles monoparentales. Donc, c'est ça le zombie. C'est d'où il vient. Donc, nous allons voir que cette maman PN vient également d'une famille de zombies où elle a vu la manipulation, elle a appris la manipulation. Et qu'est-ce qui se passe? Elle entre en relation avec quelqu'un. Pourquoi? Pour pouvoir aussi s'affirmer dans la société, pour pouvoir aussi se faire valoir comme une femme. Donc, elle ne veut pas rester seule. Pourquoi? Parce que aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pervers narcissiques ont tellement de toxicité en eux qu'ils ne peuvent pas accepter de rester seuls. Et comme ils sont dans un certain trouble de la personnalité, alors là, ils ont besoin de reprojeter le mal qui est en eux sur d'autres personnes. Et c'est pour cela que ce serait très difficile de voir un PN seul ou un PN qui ne revient pas sur sa proie. Pourquoi? Parce qu'il va vraiment s'ennuyer et ces démons vont commencer à le poursuivre de telle manière que le PN n'aura même pas de sommeil. Et aussi, il ne faut pas oublier,
ça c'est vraiment une caractéristique des PN dominants. Les PN dominants n'ont pas de sommeil. Alors, on va continuer. Nous avons vu le PN dominant, on a un peu essayé de voir récapitulatif, d'où cette personne sort. Donc c'est une femme qui va chercher aussi à se marier. Elle va justement entrer en relation avec le PN complice. Et la position du PN complice ici, ça c'est le partenaire, ça c'est le papa. Mais vous allez comprendre dans la suite pourquoi le papa, le PN complice, n'est pas directement aussi au même niveau que le PN dominant. D'une manière, c'est un peu clair, c'est un peu logique. Parce que si on domine sur quelqu'un, alors ça veut dire que la personne est en dessous de nous. Ça veut dire que nous sommes supérieurs à la personne. Là, on se comprend. Donc, c'est pour cela justement que ce PN complice, il a une place là qui est vraiment très spéciale parce que le rôle du PN complice, le papa, dans cet exemple que j'ai dit, hein, parce que ça peut aussi être une fois le papa qui est PN dominant, mais pour rester vraiment très structuré dans cette petite exposé, je vais dire comme ça, ou échange avec vous, on va prendre justement la maman comme PN dominant. Et le PN complice, justement, comme j'étais en train de dire, lui, il a une place un peu très cachée. Pourquoi? Parce qu'il va manipuler également les enfants, mais les enfants ne vont jamais savoir que c'est lui qui tire les ficelles et qui les rabat justement chez qui? Chez le PN dominant. Le PN complice, en fait, c'est lui qui essaye un peu de créer une certaine amitié avec les enfants. Et on va voir dans la suite ce qui va se passer avec le bouc émissaire. Le PN complice et le bouc émissaire, je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ces familles de pervers narcissiques. Alors, c'est lui qui crée une certaine amitié avec les enfants, qui montre qu'il est un peu plus sympa que le PN dominant, parce que tous les enfants ont peur du PN dominant. Ce sont des parents, des femmes qui, quand elles rentrent dans la maison, alors c'est tout le monde qui se cache en dessous des sièges, c'est tout le monde qui rentre dans sa chambre, c'est tout le monde qui a peur, même le PN complice a peur de celle-ci, parce que c'est une hyène qui est aussi capable de le dévorer, et qui va le dénigrer, qui va dénigrer justement le complice devant les enfants, et aussi devant qui? Devant l'enfant roi, le successeur de cette famille de pervers narcissiques. C'est pour cela justement que l'enfant roi vient juste en dessous de qui? En dessous du PN dominant. Ce n'est pas le PN complice, le papa, qui est en dessous dans cette hiérarchie, mais c'est plutôt l'enfant roi. Et le papa joue juste un rôle d'accompagnateur. Hein. Lui, il est le rabatteur. Vous savez, en chasse, il y a toujours des chiens qui rabattent, ou il y a aussi des autres chasseurs qui sont toujours en train de rabattre le gibier. Vers qui? Vers celui qui tire, celui qui a vraiment la gâchette facile. Et la gâchette facile est chez le PN dominant, la directrice des opérations de chasse des autres hyènes. Alors, on va continuer. Nous avons donc déjà ces protagonistes que nous avons pu mettre sur ce tableau. Et nous avons également les autres enfants, hein, les autres enfants que je vais appeler ici des moutons noirs. Des moutons noirs, hein. Ce sont des moutons noirs, des suiveurs. Hein. Moutons noirs, on ne va pas tout écrire. Moutons noirs, moutons noirs, moutons noirs, moutons noirs, moutons noirs. Donc là, j'espère que vous pouvez aussi voir, j'espère, hein. Mais en tout cas, c'est pour cela que je parle, je décris, pour que vous compreniez ce que je suis aussi en train d'écrire. Alors, là, ce sont des moutons noirs. Et vous voyez, les moutons noirs sont en dessous de qui? En dessous de l'enfant roi. Ça peut être la grande sœur. Ça peut être le grand frère. Ça peut également être un enfant qui est hypersensible. Mais l'hypersensible va souvent être, dans la plupart des cas, le bouc émissaire. Donc ici, en fait,
l'enfant roi, c'est un enfant qu'on a enlevé toute sensibilité. C'est l'enfant qui était plus près, justement, de qui? Du PN dominant, et qui a vu la manipulation, qui a vu comment son papa se faisait castrer, qui a vu justement comment les enfants aussi étaient manipulés, et qui maîtrise maintenant à merveille aussi la manipulation et la zombification de qui? D'abord, du complice, parce que, il ne faut pas oublier, et je l'ai déjà aussi peut-être insinué tout à l'heure, ces personnes sont vraiment de pair. Ça c'est de pair et en même temps, ça c'est un couple magique. Le PN dominant et l'enfant roi, ça c'est le couple magique. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le papa lui-même, il est déjà castré, donc il est un peu en dehors, il joue juste son rôle d'accompagnateur, mais toutes les informations qui doivent même être relayées chez le papa passent chez qui? Chez l'enfant roi, la grande sœur qui a pris les relais de la famille perverse narcissique. Donc il y a une très bonne communication ici, c'est une communication que je vais valider, qui est plutôt, on va dire peut-être saine, hein, mais saine, bon, c'est relatif, c'est vraiment très relatif. C'est une relation qui passe bien. Mais par contre, cette relation, l'enfant roi et le complice, c'est une relation vraiment qui a des tensions. Il y a beaucoup de tensions entre ces deux personnes, l'enfant roi et le parent complice. Pourquoi? Parce que ce parent complice est jaloux de qui? Est jaloux de sa fille. Dans cet exemple que je suis en train de prendre. Parce qu'on peut faire différentes constellations, mais j'aimerais que vous compreniez juste le principe, le modèle de la famille des pervers narcissiques. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, ces personnes sont en conflit. Ils sont en conflit. Ils ne se comprennent pas très bien. Ils s'entendent pas très bien. Le complice, le PN complice, le parent et l'enfant roi, ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, je vais dire aussi c'est normal. Vous savez, après quand vous comprenez ces personnes, vous vous dites c'est normal, mais en fait c'est pas normal. C'est pas normal en fait. Parce que l'enfant roi a pris la place du papa. Donc, vous imaginez, je vais peut-être prendre un exemple. Donc, en fait, l'enfant roi communique avec la maman PN. Tout le temps. Et quand il faut prendre des décisions dans la maison de la famille, alors c'est pas d'abord le partenaire complice qu'on va poser la question. On va poser la question à l'enfant roi. Et c'est l'enfant roi qui va pouvoir aussi donner sa position, qui va donner des instructions. À qui? Qui va donner des instructions finalement au PN. Et prenons un petit exemple qui me revient dans la tête là maintenant. Alors, la maman communique avec l'enfant. Elle dit maintenant, va dire à ton père de sortir la voiture du garage. Va dire à ton père de sortir la voiture du garage. Ça paraît très anodin. Ça paraît vraiment très normal d'envoyer quelqu'un pour donner une nouvelle. Ça paraît très anodin. Mais ce n'est pas anodin. À ce moment, le papa ou la maman dominante, autant pour moi, dominante, est en train de montrer au papa ou bien de l'envoyer des messages subliminaux, des messages codés que mes instructions passent par la successrice. Mes instructions, ce que je veux que tu fasses, vont passer par celle qui va me remplacer. Alors quand l'enfant, quand le parent plutôt entend cela, alors il se dit, ah d'accord, l'instruction vient d'en haut. Et qui est en haut? C'est justement le PN dominant, la maman perverse narcissique, la grande Manitou, la maman hyène.
J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. C'est intéressant de parler des Médiennes, mais c'est aussi très troublant parce qu'on va voir maintenant justement ce qui va se passer. Donc là, l'enfant roi est au-dessus des moutons noirs et le bouc émissaire, peut-être c'était votre cas, vous êtes en dessous de cet organigramme. Vous êtes vraiment en bas. En fait, toutes les informations qui arrivent dans la famille passent par toutes ces personnes, passent par les moutons noirs, et vous, vous êtes la dernière personne à qui on informe justement des informations, pour ne pas me répéter, excusez-moi, et vous êtes la dernière personne qui sera toujours informée. Vous êtes la dernière personne qui va savoir que peut-être on prépare un déménagement. Vous êtes la dernière personne qui va savoir qu'on a donné un financement peut-être à un des enfants, mais pas à vous. Vous êtes la dernière personne en fait de la famille. Vous êtes la personne qui est hypersensible. Et la personne qui va fusiller, que tous les moutons noirs vont justement attaquer. L'attaque vient partout des moutons noirs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous n'avez pas de valeur dans la famille. Vous êtes trop hypersensible, vous réagissez très vite aux moqueries, vous réagissez très vite à tout ce qui est un peu, qui est subtil en même temps, parce que l'enfant, justement, l'enfant en bouc émissaire, il a une réceptibilité qui est vraiment très poussée. Il peut comprendre les manigances et il le ressent parce qu'il sait qu'il est toujours rejeté. Il sait qu'il est toujours rejeté, qu'il n'est pas accepté par le groupe. Et il sait qu'il a une place spéciale. Il a une place spéciale ici. Il n'est pas vraiment, vous voyez, il n'est pas comme avec tous les enfants. Il a une place très spéciale. Il a une place spéciale ici, là, qui lui est réservée. Et il a les attaques de tout le monde. Il a les attaques de tous les enfants. Il a également les attaques de l'enfant roi, parce que ça passe par les autres enfants. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Dans la suite, pour pouvoir se protéger, l'enfant bouc émissaire va essayer de créer une relation avec le parent complice. Pour essayer aussi de trouver sa place, il va essayer de revenir vers le parent complice. Pourquoi? Parce que le parent complice de cette famille de parents narcissiques est aussi quelqu'un qui est zombifié. Donc, en fait, il a beaucoup subi des railleries de sa partenaire, de sa femme, de son épouse. Il est aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment l'autorité. Il n'a pas l'autorité dans cette famille. C'est pas lui qui gère. C'est pas lui qui gère justement les affaires courantes. C'est pas lui qui peut commander. C'est pas lui qui donne des instructions. Il est là juste un accompagnateur. Parce que vous voyez justement sa place là, il est un peu comme au bord complètement de toute cette construction. Mais il a aussi sa place. Il a sa place, mais seulement il n'est pas valorisé comme un chef de famille, on va dire ici. Ou bien vraiment comme un parent qui a l'autorité aussi pour certaines décisions, qui peut dire à tel de faire ceci ou faire cela. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les familles de parents narcissiques? Quand le parent, le complice, ce parent castré, cet homme castré, qui n'a plus vraiment d'essence, à qui on a enlevé toute masculinité, va donner une injonction, va donner peut-être, je peux dire aussi, un ordre à ces personnes, à un des enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces enfants vont d'abord aller se rassurer si l'ordre est validé par qui? Par le PN dominant. Par le PN dominant. Et ils vont passer par qui? C'est très intéressant ça. Ils vont passer par l'enfant roi. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez toujours comprendre. Les exemples sont bien. Donc, l'enfant,
le parent complice va dire à un des moutons noirs, un des enfants de la famille, euh, restons dans cet exemple peut-être de sortir la voiture. Peut-être ils savent déjà conduire ou je sais pas quoi, voilà. Voilà, sors la voiture du garage. Sors la voiture du garage à 16 heures. Parce que c'est très important, nous devons sortir, nous devons aller en ville. Alors, l'enfant comme il est, tous ces enfants, les moutons noirs là, ce sont des enfants qui sont un peu instables psychologiquement. Ils sont un peu, pas un peu, ils sont instables. Ils n'ont plus de valeur de soi, d'estime de soi. Ce sont des complices, ce sont des singes, ce sont des gens qui, voilà, ils font toujours tout ce que les autres demandent en fait. Ce que l'enfant roi demande, ce que le dominant demande, mais un peu moins ce que le complice demande. Parce qu'ils savent que le complice n'a pas de valeur. Ce complice, le parent castré, n'a pas de valeur. Il n'a pas de force, pas d'autorité dans cette famille. Donc, comme j'étais en train de dire, ils vont d'abord demander si ce PN donne donc l'ordre à un enfant PN. Il va d'abord demander à tous ses frères et sœurs, mais est-ce que tu sais que papa m'a demandé de sortir la voiture, on va sortir à 16 heures et tout et tout. Et en même temps, pour se rassurer, pour ne pas recevoir la foudre de l'enfant roi, hein, pas du PN dominant, de l'enfant roi, ils vont donc venir s'approcher tout doucement. Ah oui, mais est-ce que tu sais, Martine, oui, est-ce que c'est vrai que papa a demandé, a dit qu'on va sortir à 16 heures? Elle ne dit plus que papa m'a demandé de sortir le véhicule. Elle dit, est-ce que c'est sûr, c'est vraiment certain qu'on va sortir à 16 heures? Et c'est à l'autre PN, l'enfant roi, qui est PN, hein, qui est vraiment pervers narcissique, qui va dire, mais il t'a demandé de sortir la voiture, pourquoi? Et c'est à l'autre d'expliquer maintenant, oui, parce que il voudrait qu'on sorte à 16 heures. Et c'est maintenant que l'ordre va être exécuté quand le PN, l'enfant roi, va dire, ok, c'est vrai, on va sortir à 16 heures, sors le véhicule. Ah, ah, ah. Vous avez compris? Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. L'ordre est venu de qui? L'ordre est venu du PN complice, du parent castré, mais la décision finale est venue de qui? De l'enfant roi. Alors, on va continuer. On était déjà quand même avancé. J'ai voulu juste faire encore une petite parenthèse pour vous expliquer certaines choses. Donc, pour un peu se retrouver, alors le bouc émissaire va créer une relation avec le PN complice. Et le PN complice, le parent complice va aussi lui montrer que voilà, d'accord, doucement, ça va, je suis là pour te soutenir et tout. Mais c'est pas ce qu'il fait, parce qu'il va toujours rabattre le bouc émissaire chez qui? Chez les enfants et aussi chez l'enfant roi qui est devenu vraiment PN. Ça, ce sont des complices, des singes volants, ce sont des moutons noirs qui sont un peu instables psychiquement. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans les familles des Meudiennes. Les moutons noirs, il y aura toujours quelqu'un qui aura une maladie mentale. Il y aura quelqu'un qui aura toujours une maladie mentale, qui sera soit borderline, qui sera soit schizophrène, qui soit voleur, bandit, qui sera soit violeur. Donc, en fait, il y aura toujours un déséquilibre. Il y a toujours... Je vous parle des moutons noirs. Hein. Des moutons noirs, il y aura toujours quelqu'un qui va sortir du lot et qui va perdre la tête, qui va perdre toutes les tasses dans son armoire. Alors, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette liaison qui va se créer entre le complice et le bouc émissaire, ce sera une liaison qui ne sera pas très saine. Et c'est là aussi où il y a souvent beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Pas seulement psychologique, comme on a déjà vu, parce que ça existe, ça c'est le courant, ça c'est le pain quotidien des familles de Meudiennes, des enfants de ces familles, mais aussi il y aura des abus sexuels. Il y aura de l'inceste. Il y aura de l'inceste ici. Cette relation sera très malsaine.
Très malsaine cette relation. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Relation du bouc émissaire et du complice sera vraiment toujours articulée de beaucoup de sévices et de beaucoup d'abus, et jusqu'aux abus sexuels. Pourquoi? Parce que le bouc émissaire cherche du réconfort, et il recherche aussi, il va rechercher ce réconfort chez la personne qui croit aussi être victime de la perversion narcissique comme lui. Mais cette personne va l'abuser. Pourquoi? Parce que les informations n'arrivent pas en haut. Les informations n'arrivent pas chez le PN dominant. C'est pour cela que les enfants qui sont abusés dans ces familles ne peuvent pas aller se plaindre. Ils ne peuvent pas aller se plaindre. Parce que il faut d'abord voir. Tout ça, c'est bloqué. Là, c'est fermé. Hein? Là, c'est fermé. Les informations montent par les singes volants, par les moutons noirs, afin d'arriver chez l'enfant roi et pour terminer chez le PN dominant. Donc vous voyez que cet enfant a des difficultés à communiquer avec ses frères et sœurs. Cet enfant a des difficultés à dire ce qui peut-être il a vécu avec le parent complice, parce que tout ceci vont bloquer l'information. On va bloquer l'information ici. Et on ne va pas la transmettre à l'enfant roi. Même si l'enfant roi a l'information, le successeur, il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Pourquoi? Parce qu'il est aussi en complicité malsaine, malveillante, perverse, narcissique, zombifique et tout ce que vous voulez, machiavélique, avec l'autre PN complice. Ce sont des complices en fait qui s'aiment mais qui se haïssent. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans les familles de pervers narcissiques. On s'aime, mais on se hait. Et quand on fait du mal au bouc émissaire, alors tout le monde se réjouit. En fait, ça recharge les énergies négatives de toute la famille. Alors on devient un peu plus vorace. On constate qu'on a un peu plus de domination sur les autres. Et on a vraiment une supériorité mentale vis-à-vis de tous les autres membres de la famille pervers narcissique, les petites hyènes. Donc ça, c'est très maléfique. Ça, c'est très, très maléfique. Je vais parler de ça une autre fois parce que je vois que cet exposé est déjà encore en train de prendre un peu plus de temps. Je vais parler de ça plus prochainement. Rappelez-le-moi, s'il vous plaît. Alors, nous voyons ici que dans cette famille, il y a beaucoup de manipulation. Et qu'est-ce qui va se passer également dans la suite? Ce qu'on va voir, c'est que ces personnes seront toujours aussi en conflit. Ces personnes seront toujours en conflit. Le PN, enfant roi, et le PN, complice. Ils ne vont pas s'aimer. Et dans la suite de cette famille, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore une autre zombification qui va aller un peu plus loin. Parce que, comme vous voyez, nous avons au début, nous avons le donneur d'ordre qui est très en haut de cette famille. Et je vous ai déjà défini les différents donneurs d'ordre. Si vous n'avez pas encore suivi cela, vous pouvez justement aller voir d'autres vidéos du vice-versa qui a parlé de la famille pervers narcissique, de la pyramide triangulaire et avec toutes ses ramifications. Donc, qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est que cet enfant sera complètement... Oh, là, il n'y a plus rien là. Cet enfant, le bouc émissaire, j'espère que vous me suivez. Je ne suis pas encore parti, je suis encore là. Mais j'ai un peu les mains qui sont, je ne sais pas comment. Voilà. Cet enfant sera complètement encerclé. Il sera encerclé. Il va entrer dans un triangle. Et ce triangle, c'est ce triangle qui va le pousser justement dans la dépression. C'est ce triangle qui va justement le pousser dans aussi une certaine révolte. Mais il ne peut pas
vraiment se révolter tant qu'il est dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il est complètement entouré. Il est entouré. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Et maintenant, nous revenons à notre double triangle. Nous revenons maintenant à notre double triangle. Et ce double triangle est très très important de comprendre. Pourquoi? Parce que ici également, nous avons le donneur d'ordre. Et ce qui va se passer, c'est que si un des parents décède, on va peut-être mettre le PN dominant, on met plutôt la croix, le PN dominant décède, alors qui monte, vous voyez, l'organigramme est assez clair, hein? Voilà, qui monte là, c'est justement l'enfant roi qui va prendre des rênes de la famille, hein? Pendant les funérailles, pendant les cérémonies de succession et tout, c'est l'enfant roi qui va prendre les rênes. Et pourquoi je dis que c'est encore plus maléfique? Pour que vous compreniez cela. Parce que cet ancien PN dominant devient le donneur d'ordre. Le parent pervers narcissique qui est décédé devient le donneur d'ordre de la fille. Dans ce cas, dans cet exemple, qui a pris les rênes de la famille, c'était Yen. C'est lui maintenant, le parent qui est décédé, le défunt, qui devient le donneur d'ordre. Et ça devient très difficile, ça devient très délicat, ça devient très compliqué. Très compliqué pour les autres enfants, très compliqué aussi, surtout pour le bouc émissaire. Parce que cet enfant roi va commencer à utiliser la mémoire du parent dominant, du PN dominant décédé, pour influencer toute la famille. Et pour dire, par exemple, que tu sais que si maman était là, si maman était encore là, tu n'allais jamais épouser cet homme. Parce que tu sais, toi, Séraphin, que si maman était là, elle n'aurait jamais autorisé que tu ailles même en vacances dans ce pays. Tu sais, toi, Martine, que si maman était là, elle n'allait jamais accepter ce que tu es en train de faire là. Elle va toujours utiliser ces paroles. Tu sais, toi-même tu sais que si maman était là, alors là, je pense que tu aurais encore subi plus d'atrocités. C'est une manière de dire que si ma complice, mon donneur d'ordre aussi, était encore vivant, alors là, je pense qu'on t'aurait déjà exterminé. Alors que ce sont des frères et des sœurs. Les familles de parents narcissiques sont des familles très dangereuses, très voraces. Ce sont des familles à éviter. Et surtout, si vous étiez le bouc émissaire, vous devez vraiment sortir de ce triangle. Sans informer qui? Sans informer les moutons noirs. Parce que les moutons noirs ne sont que à la solde de votre grande sœur ou de votre grand frère. En tout cas, de l'enfant roi qui a pris la succession de cette meute-étienne. Je reviens très bientôt avec plus de schémas pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ces familles. Entre-temps, je vous envoie encore un gros bisou et à très bientôt. Bye.